Allô et bienvenue aux auditeurs de Science Factory. Aujourd'hui, notre invité est Franck Monnier. Enchanté. Enchanté aussi, bonjour, Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. je t'en prie. Et pour nos auditeurs, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Oui, alors Franck Monnier, je suis ingénieur, je me suis spécialisé dans l'architecture et la construction en Égypte ancienne. Ça fait maintenant, je dirais, une vingtaine d'années que je travaille sur le sujet, une quinzaine d'années que je publie officiellement dans le domaine de l'égyptologie. Donc voilà, donc mes domaines de prédilection sont l'architecture funéraire et l'architecture militaire. Mhm. D'accord. En fait, tu es le créateur de la reconstitution en 3D du palais de Malkata. Oui. Comment est né ce projet? Alors tout simplement, le jour où Peter Lacovara, donc un éminent égyptologue américain, m'avait contacté pour redessiner une vue du intérieur du palais de Malkata. Parce qu'en fait, ça n'avait jamais été fait, enfin, ça avait été, on va dire, grossièrement fait par, grossièrement, je ne veux pas être péjoratif, mais on va dire qu'on ne connaissait qu'une vue finalement qui avait été brossée par l'égyptologue Alexander Badawi. Et cette vue remontait à longtemps et elle ne prenait pas en compte les découvertes les plus récentes qui avaient été faites sur les lieux. Donc Peter Lacovara m'a demandé en 2016 si je pouvais réactualiser cette vue. Et donc voyant un peu c'était une sorte de peinture hein, rapidement brossée. Donc je me suis dit que finalement plutôt que de redessiner la vue, il était peut-être plus intéressant de refaire une 3D parce que ça n'avait jamais été fait. Et voilà, c'est parti de là en fait. C'est parti d'une invitation à améliorer un dessin existant. Et ça a été le déclic pour se dire, tiens, et si on pouvait pas faire mieux, si on pouvait pas faire autre chose? Et c'est de là qu'est parti le projet de reconstitution 3D. J'aurais jamais cru que ça me mènerait jusque-là, en fait. C'est très intéressant et je pense que parfois, pour moi, c'est plus facile parfois de faire les choses ou les dessins en 3D qu'en 2D. Parce Oui, qu'en 3D, tu peux voir tout. oui, Et en 2D, parfois, c'est un peu plus difficile. Et aujourd'hui, avec les programmes de dessin 3D oui. qu'on utilise, c'est assez facile. Et je Oui. pensais que je pouvais partager mon écran pour montrer au public les projets. Donc, hier, j'ai vu le projet un peu. Et au Mhm. début, c'était un peu difficile pour moi parce que quand tu es ici, Mhm. je pense que c'est le magasin, Oui, c'est ça. ces pièces On ici. commence par la partie la plus sombre finalement, et après Ouais, et plus on progresse, et plus on arrive vers la partie la plus lumineuse et oui, officielle oui, oui. du palais, ouais. Tous Et les en fait, il objets faut sont. cliquer sur les petites flèches arrondies, voilà. Et ça nous permet Oui, d'atteindre le point qui est visé, ouais. oui, oui, oui. J'ai vu ça, mais pour moi, c'était d'une grande aide d'avoir le plan. Oui. Parce qu'au début, je ne savais pas où je pouvais trouver le plan et après, je l'ai Mhm. trouvé, j'ai compris tout beaucoup Mhm. mieux. Mais c'est très intéressant et ça, c'est la colonnade et les chats. Les Oui. chats, On suit le chat. bien sûr. Alors, ce Mais qui est intéressant, c'est que c'est en ligne et vous voyez le petit symbole là enfin, tu vois le petit symbole des lunettes tout en bas. Si on a un ah, casque virtuel, on peut voir ça en 3D en fait, c'est-à-dire en immersion. Voilà. d'accord. Ouais. Ah, je n'avais pas vu ça. Ah, d'accord. Ah, c'est très bon. Bon, et tu peux utiliser aussi ça Mm. pour. Ouais, ouais, il y a différentes techniques. Enfin, c'est vrai qu'on propose vraiment, et ça c'est grâce. Alors ça a été mis en ligne grâce à mon ami Jérôme Delaunay en fait, qui elle avait un site internet et qui sait très bien comme ça manipuler et puis mettre en forme les visites virtuelles. Donc bah, je le remercie beaucoup pour ça. Et grâce à lui, on a un site vraiment qui est ouvert à tous, qui est accessible gratuitement et on peut visiter voilà, à loisir le palais. Oui, maintenant, les visites virtuelles sont très communes. Ces pièces est très impressionnant Ouais. avec les chats, encore une fois. C'est très, très intéressant. Et quel programme est-ce que tu as utilisé pour faire ça? Alors, j'ai utilisé Blender.
Blender, avec Blender, Ouais. d'accord. J'ai fait un cours de Blender, mais je dois pratiquer parce que Oui, alors c'est c'est un peu typiquement le genre de différent de... logiciel qui, voilà, qu'il faut pratiquer pendant plusieurs semaines pour le prendre en main, parce que il est pas intuitif du tout en fait. Alors le grand intérêt, c'est qu'il est gratuit, il est entièrement gratuit, hein, n'importe qui peut le télécharger et l'utiliser, mais il y a une prise en main qui est assez longue quand même. Oui, mais tu peux faire beaucoup de choses avec, Ah avec oui, oui, Blender, c'est hein. génial. Ouais. C'est, c'est parfait. C'est très bon. Il y avait une prise de, je sais pas où, ah, ah, ici, il y a, c'est très belle. Bon, je recommande à tout le monde de visiter cette page. Je vais mettre le lien Oui, merci. dans la description de vidéo Mhm. pour, donc les gens le peuvent trouver. J'adore ce type de projet et je pense que c'est assez facile d'utiliser si tu es habitué à travailler avec programmes de Oui. 3D. Mhm. C'est assez facile. Le temps est nécessaire parce que c'est un grand travail, Mhm. mais c'est assez facile et le résultat est incroyable. Oui, je pense que ça vaut l'investissement en fait. C'est Mhm, finalement l'approche d'un tel logiciel, elle est, comme je disais tout à l'heure, elle est assez difficile parce qu'il faut se plonger dedans, il faut manipuler, faut de l'exercice en fait. mhm. Une fois qu'on l'a en main, bah, ça vaut le coup parce qu'on se rend compte du résultat et c'est pas qu'un gadget en fait, parce que je pense que beaucoup de gens voient ça aussi comme un gadget, comme finalement une manière de reproduire des belles images toutes colorées. Mais non, en fait, ça permet d'éprouver des hypothèses, ça permet, comme tu disais tout à l'heure, d'avoir tous les points de vue, d'intégrer vraiment toutes les informations qu'un rapport archéologique peut donner. C'est-à-dire que si on dessine une seule vue et puis on se contente de cette seule vue, il y a peut-être des défauts, des problèmes ou des hypothèses qui auraient pu émerger qu'on ne verra pas, voilà, qui n'apparaîtront pas. Et je trouve ça vraiment intéressant finalement de rassembler toutes les informations possibles et de les intégrer dans un logiciel pour pouvoir. Je pense qu'on apprend beaucoup plus comme ça sur toutes les caractéristiques d'un édifice quelconque. Ouais. Et aussi, tu peux utiliser Blender avec Unreal Engine si tu Oui, veux alors avoir j'ai une... pas ça, j'avais prévu de me former à une Unreal Engine, mais j'ai pas le temps. Oui, je comprends. Mais Et, mais il y oui, a ce serait un beaucoup gros de plus. choses différentes que tu peux utiliser, donc c'est normal, hein. Il y Ouais. a beaucoup de nouvelles logiciels, tout ça, donc c'est Oui, oui, non, complètement... mais tu as raison. C'est vrai que Unreal Engine permet de faire des visites virtuelles beaucoup plus facilement, finalement, et beaucoup plus poussées que sous Blender. Enfin, qu'on Oui, pourrait visiter en direct. Ouais. mais aussi pour les recherches, ça Hmm. c'est plus que suffisant. Et Ouais. pour le public, si tu veux faire l'image plus attractive, bon, ça va. Mais pour Oui. les Hmm. recherches, ce n'est pas nécessaire. Hmm. La part esthétique, on Oui. peut dire, c'est plus important de savoir que l'information qui est réfléchie dans les modèles Hmm. est exacte Hmm. et actualisée. Oui. Et combien de temps ça t'a pris pour faire ce travail? Je ne veux pas le savoir. Non, en fait, honnêtement, j'ai pas compté, mais enfin, c'est des milliers d'heures, c'est sûr. Enfin, j'ai travaillé surtout en 2017, alors pendant quelques mois. Après, j'y suis revenu en 2020. Je crois que j'ai lancé le projet. J'avais lancé l'appel aux dons. C'était en 2020 ou 2021? 2021, je crois, c'était après le Covid. Donc 2021-2022, j'ai beaucoup travaillé dessus, au moins un an. Et oui, enfin, c'est des milliers d'heures, certainement. Ouais. Ah, après, je dirais pas 5000 heures, mais je dépasse le millier, ça c'est sûr. Ouais, c'est évident. Je vais partager mon écran encore une fois parce que j'ai oublié de te poser une question. Donc, parce que j'avais pensé, ça c'est le plan. Donc, Mhm. ce sont les pièces Mhm. qu'on peut voir Oui. dans la reconstruction. Mhm. Et qu'est-ce qui passe avec le reste des pièces? On n'a pas d'informations, ce n'est pas fini ou pourquoi? Ou c'est un projet pour le futur, pour compléter le reste de palais? Bien, en fait, dans l'idéal, je dirais que ce serait de reconstituer tout le palais, mais d'une manière différente. En fait, il y a deux approches dans la même reconstitution. Il y a une approche un peu plus poussée, un peu plus imaginative, qui tente de combler tous les trous pour avoir quelque chose finalement qui permet de donner une impression de réalisme, de savoir
quelle impression ça faisait de parcourir une grande pièce toute décorée, du sol au plafond. Mais on ne sait pas, en fait, on n'a pas toutes les informations pour ça. Parce que faites-le maintenant, voilà, les vestiges, on a des murs qui sont arasés, on a des décorations qui ont été découvertes, mais seulement, voilà, par endroits. Et donc, j'ai tenu à donner quand même cette impression visuelle de quelque chose de fini, mais pour des pièces seulement, c'est-à-dire la grande colonnade qu'on a vue au début, la chambre, cette chambre, voilà, qu'on voit, la salle du trône, et tout le reste, je tiens en fait à laisser les pièces telles qu'elles sont et n'y intégrer que les décors ou les fragments qui ont été vraiment découverts sur les lieux. Alors par exemple, ici, là, on est dans la chambre, et en termes de décoration, il faut savoir que là, donc j'ai représenté cette frise de croix, ancre, et puis voilà, ça, et cette frise a été découverte telle qu'elle. Là, on a vraiment découvert cette frise telle qu'elle est représentée là. Et on a en plus les pieds du dieu Bès. Alors des pieds un peu dans différentes positions qui laissent à penser qu'il était en train de danser comme ça et pas plus. Voilà. Ça s'arrête aux pieds. Donc moi j'ai représenté le dieu Bès en intégralité, mais il y avait peut-être quelque chose encore au-dessus. D'ailleurs certainement parce qu'en fait les Égyptiens avaient horreur du vide hein, dans la décoration des murs. Donc il faut supposer qu'il y avait autre chose, mais comme j'avais aucune idée de ce que ça pouvait être, j'ai préféré le laisser comme ça. Oui, Comme au j'ai vu. sol, hein. Comme au sol. Au sol, il devait y avoir aussi une décoration, je suppose. Donc j'ai préféré mettre une sorte de tapis comme ça. Et le plafond, par contre, lui, a été quasi intégralement conservé. On a le motif, et là, on sait, voilà, le travail des équipes japonaises a été extraordinaire à ce sujet parce qu'ils ont su reconstituer intégralement le plafond. Et donc voilà. Mais ça donne quand même une impression quasi finie, voilà, de la pièce telle qu'elle pouvait se représenter à l'époque. Et le mobilier, il respecte en fait un mobilier contemporain, c'est-à-dire qu'on, c'est un mobilier qui est inspiré de ce qu'on a découvert dans la tombe de Tuya Iluya, et puis dans la tombe de Toutankhamon, c'est-à-dire Toutankhamon, c'est le petit-fils d'Amenhotep III, donc et Tuya Iluya, c'est contemporain d'Amenhotep III. D'accord. J'ai vu dans quelque autre part de la visite virtuelle, mais je Oui. ne me souviens pas où, qu'il Alors y on a des avait, pièces vides hein, dans d'autres. Hein, ouais. non, mais je me souviens d'avoir vu une pièce de décoration qui était marquée, il y avait une décoration plus complète, mais il y avait une petite partie qui était euh, soulignée où c'était d'une différente couleur, comme tu peux voir dans les musées, quand ils ont Alors fait des essaie un peu, reconstructions. ouais, Ouais, reviens un peu sur le plan, je vais te montrer, je pense comprendre de quoi tu parles. C'est peut-être, tu vois la chambre où elle se situe à gauche? la chambre de roi, Donc là, c'est ici. la pièce du dessous. Voilà, la pièce, l'antichambre, voilà, voilà, c'est peut-être Ouais, là, je pense, ouais. c'est Ah, possible, je ne en sais regardant le plafond, peut-être? pas. Voilà, Bon, ici aussi, mais je ouais. l'ai vu dans quelque autre part. Alors, c'est dans, je vois où c'est. Si tu peux voir le plan, encore une fois. Ouais. Parce que je crois que je l'ai fait que deux fois, ça. À côté du magasin, en haut à droite, tu as une petite pièce. Voilà, c'est là, ça doit être là. Et là, tu regardes vers le plafond, je crois que ça doit être là aussi, c'est les oiseaux. Ah oui, c'était ça, oui. Oui, oui, mais ça c'est très bien parce que ça fait comprendre le public Oui, que ça c'est une part voilà. qui a été trouvée et le Oui, reste est une oui. reproduction. Alors dans l'idéal, en fait, ce serait de produire ce type de vue, plutôt ce type de reproduction, c'est de l'étendre de cette manière-là et pas de la manière complète, en fait. C'est que ce Oui, soit utile vraiment à l'archéologie, puis au public de saisir ben, finalement que les fragments qu'ils voient dans les musées s'intègrent de cette manière, et puis le reste, on ne sait pas, quoi. Mais ce serait une sorte de musée virtuel, finalement. oui, 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 bien Hmm. sûr. J'adore cette idée. Je pense que c'est très intéressant Oui, et c'est très bon et et il fait plus facile pour les gens de comprendre oui. Hmm. ce qu'on veut. Donc, j'adore. Alors, une information par rapport au palais, si tu me permets. Ouais, vas-y. Donc, des vues du palais 3D là vont être imprimées et vont être exposées au musée du Caire de la place Tahrir dans le cadre d'une exposition sur les fragments qui ont été découverts à Malkata, donc au palais d'Amenhotep III.
et puis au Wadi Es-Seboua, le temple d'Amenhotep III. Donc il y a une exposition comme ça qui va rassembler les deux monuments et qui va être permanente. Donc elle va être inaugurée en début septembre normalement. Voilà. Donc c'est une bonne D'accord. nouvelle. Oui, oui, c'est un très bien. Euh, et est-ce que le projet a évolué avec le temps grâce à, à des nouvelles données? Non, alors je me suis arrêté. La reconstitution, je l'ai arrêtée je crois, 2022. En 2023, tout ce que j'ai fait, c'est produire des vues pour des publications et puis, enfin, des vues inédites. Mais non, j'ai pas eu le temps, j'ai pas les moyens en fait, parce que c'est une entreprise personnelle, donc sans financement, sans rien, donc je suis obligé, voilà, de continuer comme je peux. Donc, Je t'ai pas aidé. comment? J'ai pas t'aider. Ouais. Alors oui, C'est ce serait votre avec plaisir. volontaire. Ce serait avec plaisir. Mais en fait, le truc, ce serait de pouvoir la relancer, de pouvoir relancer une mission de reconstitution, mais avec des moyens qui permettent justement de faire des choses bien cadrées, puis qui permettent de terminer quelque chose, quoi. Et c'est vrai qu'en ce moment, bon, je suis un peu pris par un autre projet, et voilà, je donne la priorité à d'autres projets. Celui-là n'est pas mort, hein. J'espère un jour pouvoir lui redonner un second souffle, parce que finalement, je pense que c'est quelque chose qui ne se termine jamais. Et là, finalement, oui, mais j'accepte ton aide avec plaisir. On parlera après. D'accord. Est-ce que tu utilises des outils comme les scanners 3D ou les nuages de points? Ça, c'est une question personnelle parce que je l'utilise dans mon travail. Et je ne sais pas si tu as utilisé ce type d'informations ou Alors, de données. non, moi, personnellement, non. Et parce qu'en fait, j'ai toujours su jusqu'à maintenant m'appuyer sur des gens qui faisaient ça très bien et qui étaient vraiment spécialisés dans ce domaine-là. Donc, je me suis jamais vraiment senti obligé de me former à ça, en fait. Mhm. Et alors, j'utilise les nuages de points et les résultats de scan 3D, mais c'est pas moi qui les fais. Voilà. Donc, j'ai déjà travaillé, par exemple, avec Alban Brice-Pimpeau, et actuellement, je travaille avec Bertrand Chazali et Emmanuel Larose. Voilà, Bertrand Chazali qui est spécialiste de la numérisation, et Emmanuel Larose qui est architecte spécialiste en égyptologie et aussi en photogrammétrie. Mhm. Oui, ces nouvelles technologies C'est sont indispensable. incroyables. Oui, 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 c'est oui, oui. indispensable. Oui, moi aussi, j'utilise la nuage de points. Je ne fais pas le scan, mais j'utilise la nuage de points pour mon Mhm. travail et pour vérifier les dimensions que tu utilises pour faire des modèles Mhm. 3D. Tout ça, c'est très important. Et aussi, tu peux combiner avec, Oui. bon, tu peux faire beaucoup de choses, Oui, ça nous mais permet d'avoir une j'étais fidélité. curieuse. Oui, oui, tout Oui, à fait. Ça nous permet d'être fidèle, je dirais pas à 100%, mais à 99,99% à la réalité. oui, Et ça élimine un peu le côté interprétation qui viendra lui qu'après. Je oui, pense que là, on arrive à des résultats de confiance qui sont inédits et qui seront indépassables, en fait. Voilà, on ne peut plus contester la réalité d'un rapport archéologique à partir du moment où on se repose sur un scan précis et fait dans les règles de l'art. Mm. oui, oui, complètement. Maintenant, je veux parler de autre sujet. Tu as Mhm. été prof de maths pendant Oui, longtemps. oui, Est-ce que ça t'aide dans ce que tu fais aujourd'hui? beaucoup. Ah, ah. Je suis assez persuadé que alors, cet aspect un peu plus scientifique, on va dire logique, vraiment mathématicien, oui, je pense que ça me contraint à à avoir un raisonnement vraiment logique mathématique quelque part que n'ont pas forcément les gens qui sont formés en sciences humaines. Voilà. La charge de la preuve est vraiment importante pour moi, et puis l'orientation de la démonstration aussi. Quand quelque chose est bancal, je pense que on le voit peut-être plus facilement, on le ressent plus facilement. Et ça, c'est une chose, mais l'autre chose, c'est que j'ai été professeur de mathématiques et aussi, alors pour différents niveaux, j'ai enseigné au collège, au lycée, pour ingénieurs, pour des techniciens et aussi des élèves en difficulté. Donc, ce qui fait que j'ai dû enseigner des choses relativement complexes, en tout cas qui paraissaient complexes, à des élèves qui étaient persuadés ne pas avoir les capacités de comprendre. Donc, j'ai dû à chaque fois réfléchir à des moyens de bien faire.
accepter et comprendre des choses qui leur paraissaient compliquées. Donc on adapte son discours, on essaie de trouver voilà, des petites astuces, des analogies. Et ça, c'est un entraînement, je crois que c'est un exercice qui m'a beaucoup servi pour mes publications, pour vulgariser en fait. Je pense qu'à chaque fois, j'ai le souci, quand un sujet est complexe, ne pas le simplifier, mais d'en parler d'une manière à ce qu'il paraisse simple. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'y arrive tout le temps, mais en tout cas, c'est un effort que je fais constamment. Voilà. D'accord. Est-ce que tu penses que les reconstitutions 3D sont utiles pour partager l'archéologie avec le grand public? Oui, bien sûr, parce qu'en fait, finalement, par le côté immersif et puis le côté instantané de la visualisation, on comprend tout de suite de quoi on parle. Et c'est beaucoup plus simple d'avoir une représentation 3D que finalement, de partager des coupes architecturales qui ne parlent pas à tout le monde, ou alors d'avoir un discours et de décrire qui peut être, comme disait Napoléon, un dessin vaut mieux que 1000 discours. Donc c'est vrai, on comprend instantanément. Après, l'important, alors il faut faire attention aussi, c'est comme tu sais, bon, je trouve que c'est important d'utiliser la 3D, mais c'est important de l'utiliser de manière honnête, c'est-à-dire qu'on peut aussi faire gober n'importe quoi avec de la 3D, et on le voit maintenant en plus avec les intelligences artificielles. Une 3D n'est pas la preuve que le travail est réaliste, c'est une représentation d'un travail. Mais il faut vérifier qui a fait cette 3D, qui a fait cette 3D et quel travail il y a derrière cette 3D. Parce que maintenant, par exemple, ces jours-ci, on voit des 3D circuler sur tout ce qui est les grands piliers sous les pyramides. Bon, bah voilà, une 3D n'est pas une démonstration, c'est une visualisation, c'est rien d'autre, hein. Alors, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais faut vraiment être très méfiant avec ça. Ouais. Oui, oui, c'est vrai. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, c'est un tour bon, Oui, difficile, difficile. oui. J'ai les deux façons parce que dans le point de vue académique, je comprends que c'est difficile pour les professeurs. Je ne sais pas, depuis un point de vue de l'éducation, quelle est les meilleures options. J'ai vu l'intelligence artificielle depuis deux points de vue, parce que dans le point de vue académique ou de l'éducation, je comprends que c'est un sujet difficile parce qu'on doit faire des exercices avec notre cerveau Mhm, pour apprendre, pour progresser, mhm, pour apprendre, oui. définitivement. Mhm, Mais aussi, dans mon travail, l'intelligence artificielle est très utile parce mhm, que il peut processer des données très rapidement. mhm, Bien sûr, après, on doit vérifier mhm, que cette information est correcte, mais à la fin, il y a beaucoup de travail qui ne sont pas compliqués, mais qui prennent beaucoup de temps. mhm, Par exemple, comparer deux PDF avec quelques données spécifiques oui. que tu dois Mhm, chercher et tu dois mettre dans un autre document. Ce type de choses qui sont assez faciles, mais laborieuse. laborieuses. Mhm. Avec l'intelligence artificielle, je pense que tu peux faire la même chose beaucoup plus rapide. Oui. Et ça, c'est bon parce que tu Mhm. peux utiliser ton temps pour faire une autre chose qui est plus importante ou Oui, plus tout à fait. difficile. Mhm. Mais dans l'éducation, je comprends aussi que c'est une histoire différente. Après, la difficulté, ça va être pour les gens de savoir quand pouvoir se passer de l'intelligence artificielle. Parce que, comme tu dis, il y a des tâches laborieuses qu'on va donner facilement aux intelligences artificielles. Et ça, je trouve ça naturel, c'est normal. C'est comme les calculatrices. Finalement, les calculatrices nous évitent des tâches laborieuses. Mais il ne faut pas utiliser une calculatrice pour calculer 3 fois 7. Et la plupart des gens maintenant le font. Et c'est ce qu'on va faire avec les intelligences artificielles, c'est-à-dire que on va les utiliser pour des tâches laborieuses, mais comme on va les utiliser pour ça, après on va se sentir pas obligé, mais tenté de les utiliser pour tout et n'importe quoi, même pour les tâches que l'on pourrait faire. Et ça va nous rendre fainéants et c'est pas bon. Et je pense qu'on a toujours besoin d'exercer un peu son cerveau quand même. Je prends toujours l'exemple de l'athlète qui doit courir 100 mètres. L'intelligence artificielle va nous éviter de courir trop vite le 100 mètres. Pour diminuer le temps, on va diminuer la distance et on triche en fait. Et l'intelligence artificielle n'est pas là pour courir à notre place.
Il y a des choses qu'on doit encore savoir faire. On va devoir raisonner sur des choses. Comme tu dis, on va devoir contrôler l'intelligence artificielle derrière. Si on n'a plus cette capacité de raisonner, cette capacité surtout à fournir un effort, comment on va la contrôler? C'est-à-dire qu'après, on va être obligé, finalement, par la force des choses, de devoir faire confiance de A à Z à l'intelligence artificielle. Et ça, c'est pas bon du tout. Oui, Hmm. je suis d'accord, Hmm. mais le problème aussi est que l'intelligence artificielle progresse si rapidement Oui, que c'est très difficile de s'adapter oui, à ces rythmes et, et faire les décisions de quelle est le meilleure approximation oui, pour gérer oui, l'intelligence artificielle. C'est difficile. Tout avance trop rapidement et il oui, faut s'adapter, mais c'est vraiment difficile hein, parfois. oui. Je pense de toute manière, et ça, il faut pas se leurrer, qu'il y a énormément de métiers qui vont disparaître, ou en tout cas, énormément d'emplois. Enfin, Mm. voilà. C'est peu. Alors, il y a beaucoup de gens qui veulent pas le voir, mais c'est une évidence. Enfin, dans les métiers, on parlait de reconstitution 3D dans l'informatique. Il va y avoir énormément de tâches laborieuses qui vont être faites par les AI, enfin par les intelligences artificielles. Donc forcément, à un moment donné, il y a des postes qui vont être supprimés. Parce qu'on va devoir seulement garder les postes qui seront là pour vérifier un peu que tout tourne bien. Et on n'aura plus beaucoup finalement, de techniciens, de professionnels dans ce métier-là. Dans ces métiers-là, en tout cas. Oui, c'est possible. C'est possible. Mais bon, ça, C'est c'est un comme la vaste révolution sujet. industrielle aussi, tout ce type Oui, de révolution ah, voilà. ont un Mais prix. elle n'a pas été aussi rapide. Et là, le problème, c'est qu'on n'a pas le temps de digérer tout ça. Et je pense qu'il va y avoir une sorte de rupture un peu brutale comme ça qui ne permet pas, en fait, à tout le monde et à la société de s'adapter à ça, en fait. Oui, C'est ça qui me fait un complètement peu peur. d'accord. Mm. Oui, 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 oui. En ce moment, tu participes aussi au projet Inside the Great Mm. Pyramid. Est-ce que tu utilises aussi la 3D dans ce projet? On utilise beaucoup de choses. Alors, alors, il y a eu un scan qui a été fait donc par Bertrand Chazali et une photogrammétrie par Emmanuel Larose. Et ces scans et cette photogrammétrie nous permettent justement de produire un modèle 3D que j'insère dans Blender. Et donc, avec Blender, on arrive à voir voilà, tous les points de vue, toutes les coupes possibles. Alors, déjà on peut faire 100, hein, mais là, ça permet justement de reconstituer bloc par bloc toute la structure. Donc, j'ai reconstitué toute la structure de la chambre du roi et des chambres de décharge, bloc par bloc. C'est-à-dire qu'on fait carrément une sculpture qui est calquée sur le modèle 3D. Donc, ça permet vraiment de reconstituer tout, et en plus d'éliminer un peu tous les défauts de l'état réel. C'est-à-dire que dans l'état réel, on a beaucoup de gravats, on a des salissures sur les murs, on a tous les graffitis des voyageurs. Donc, grâce à ce modèle 3D, on arrive finalement à produire un modèle rigoureusement identique, mais en le débarrassant de tout de tout ce petit défaut et artefact qui entache la lecture de la structure. Voilà. D'accord. Ah, je vais voir ça. On est en train d'y travailler, ça prend beaucoup de temps, bien sûr. La J'imagine. structure est énorme. Ça, c'est une comparaison que je prends souvent quand on parle des chambres de décharge, c'est un monument dans le monument. En fait, le rapport qu'on va produire avec ça sera vraiment énorme, et donc c'est comme si finalement, on décrivait un monument complet, quoi, tellement c'est complexe. Il y a de l'épigraphie, donc ça, c'est Aurore Siavati qui s'en charge. Donc, description architecturale, analyse de la construction, analyse de tout un tas de choses qu'on a détectées qui n'étaient pas connues avant, donc ça prend du temps, ouais. Mais c'est passionnant. Oui, oui, j'imagine, j'imagine. Et est-ce que tu as d'autres projets de reconstitution en préparation? Non, parce que ça, alors, ça me prend beaucoup de temps. Oui, c'est possible. Alors, j'ai un projet de livre qui va sortir l'année prochaine. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, j'en sors quasiment un par an, mais ce sera sans doute le dernier avant un moment. Et un projet de livre sur la pyramide de Khéops. Et donc, un peu dans la lignée des livres qui sont sortis jusqu'à maintenant, c'est-à-dire où je propose aussi des reconstitutions inédites. Donc, mes reconstitutions, en ce moment, enfin depuis 3 ans, sont faites dans le cadre de ces publications-là. Voilà. Savoir que en 2023, j'ai sorti un livre sur la construction égyptienne dans lequel, par exemple, j'ai reconstitué l'armada d'Hatchepsout, l'armada qui a permis de transporter les grands obélisques de la reine Hatshepsut. Voilà, ça c'est un exemple. Et puis là, pour la pyramide de Khéops, bon,
tout le complexe avec le temple haut, etc., etc., quoi. Il y a beaucoup de choses. Oui, oui, beaucoup de choses là. Oui, oui. Et quel conseil donneras-tu à quelqu'un qui veut commencer à travailler avec la reconstitution 3D en archéologie? S'exercer, s'exercer, s'exercer. À part ça, Pratiquer, c'est pratiquer, de. pratiquer. Alors déjà, je pense que s'il veut faire ça, alors en archéologie, après tout dépend. Si c'est de l'architecture, enfin moi je parle du domaine dans lequel j'exerce. Je pense déjà que son intérêt pour l'architecture va lui faire aimer le fait d'intégrer des données comme ça et puis de pouvoir reconstituer petit à petit le monument. Et c'est de faire des choses qui n'ont jamais été faites. Alors le conseil, c'est ça. C'est, je dirais surtout, c'est d'essayer de produire des choses finalement qui n'existent pas. C'est ça qui est le plus excitant. C'est d'avoir l'impression comme ça de finalement de tracer un sentier et de découvrir un paysage inconnu, quoi. Faut pas. Alors c'est bien pour s'entraîner d'imiter ou de refaire des choses qui existent, mais le mieux c'est toujours de finalement d'explorer, quoi. Et ça donne l'envie. Enfin, voilà, après, comme conseil, c'est ça, et puis c'est s'exercer. Je pense que c'est vrai que la 3D peut être décourageante des fois, hein. Les logiciels sont pas comme Blender, sont pas évidents à prendre en main, mais de commencer par des projets simples pour avoir, voilà, ne pas être trop ambitieux, ne pas essayer de commencer par reconstituer le temple de Karnak, par exemple, parce que là, on abandonne, c'est obligé. Mais voilà, oui, conseil, c'est ça. Merci encore, Franck, pour ton temps et ta Et je passion. t'en prie, c'est avec plaisir. J'espère qu'on peut parler avec toi souvent parce que j'ai beaucoup de choses pour parler avec toi. Et j'ai aussi tes livres là-bas, mais on a parlé de la reconstitution 3D Mm, parce que j'étais vraiment ravie de parler sur ça avec toi. mm. Et bon, je te souhaite bonne journée Ben, je et te à la remercie. prochaine. Oui, je te remercie avec plaisir. À bientôt. Merci beaucoup, Au revoir, à Alessia. bientôt.